Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et avec Lucille Schmitt, présidente de la Fabrique écologique. Nos collaborateurs ne cessent d'avoir des promotions dans tous les domaines. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Où est passée l'Amérique » de Robert Redford. Il est chapeauté ainsi, acteur et réalisateur d'exception, le militant de la nature et défenseur du cinéma indépendant Robert Redford incarnait une certaine Amérique. Une Amérique où la droiture, la morale, l'intégrité, une certaine quête d'exemplarité matinée de crânerie pouvait conforter l'idée que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. C'est pourquoi sa disparition, le mardi 16 septembre, nous pousse un peu plus encore à faire le deuil. Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu dimanche prochain, le 5 octobre. On peut d'ores et déjà s'y inscrire. Mercredi, nous mettrons en ligne le dernier de nos 3 échanges avec Mathilde Davignon, directrice du développement pour le livre audio du groupe Madrigal, autrement dit Gallimard. Selon l'étude menée par Opinionway en 2024, un tiers des Français ont écouté au moins un livre audio au cours des 12 derniers mois, et les jeunes de 15 à 19 ans plébiscitent particulièrement le livre audio. C'est dans leur catégorie qu'on trouve la plus forte évolution de la consommation, de l'écoute de livres audio, consommation n'est pas très élégant, de l'année dernière. Enfin, toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Commençons par le premier des 2 sujets que nous avons retenus pour cette conversation hebdomadaire, l'assassinat de Charles Kirk et les tentations illibérales aux États-Unis. Le meurtre par balle de Charlie Kirk, l'influenceur de la galaxie MAGA, lors d'un meeting dans l'Utah le 10 septembre, pourrait débrider davantage une violence politique déjà bien ancrée aux États-Unis. Trump et ses ministres se disent prêts à limiter le premier amendement et à déclencher une chasse aux sorcières. Avant même l'arrestation d'un suspect, le même Trump avait accusé, je cite, la gauche extrémiste d'être responsable de l'attentat, mais également les médias critiques et les démocrates. Le président et ses alliés visent aussi les organisations de gauche accusées de fomenter la rébellion, comme la Ford Foundation et The Opera Society Foundations du milliardaire George Soros, bête noire des conservateurs. L'administration envisage de supprimer leurs exemptions fiscales. Le département d'État, de son côté, tente d'identifier tout étranger qui a, je cite, glorifié, rationalisé ou fait peu de cas du meurtre de Charlie Kirk pour révoquer son visa. L'administration américaine menace de réduire la durée des visas des journalistes étrangers et le Pentagone vient d'annoncer que les reporters qui couvrent la défense devront s'engager à ne publier que des informations approuvées par les militaires sous peine de perdre leur accréditation. Certains républicains œuvrent à une campagne de délation nationale encouragée par le vice-président Vance qui a déclaré « démasquez-les et allez-y, appelez leur employeur ». Des centaines d'employés dans des ministères, des cabinets d'avocats, des compagnies aériennes, ainsi que des dizaines d'enseignants font l'objet d'enquêtes disciplinaires ou ont été limogés pour leurs commentaires insensibles et inappropriés sur les réseaux sociaux. Lundi, au lendemain d'une cérémonie ayant rassemblé des dizaines de milliers de personnes en hommage à l'influenceur MAGA, Donald Trump a signé un décret classant officiellement comme organisation terroriste le mouvement Antifa. Il s'agit d'une première puisque les États-Unis n'ont à ce jour aucune liste d'organisations terroristes nationales. En 2023, 18% des Américains reconnaissaient s'auto-censurer en raison du climat politique, selon une étude de l'Université de Saint-Louis. Pendant la peur rouge des années 50, il ne représentait que 13%, de quoi antagoniser un peu plus la vie politique aux États-Unis.
Les étudiants qui ont grandi pendant le premier mandat de Donald Trump n'ont pratiquement connu que le climat de tension politique, et selon un très récent sondage de la Fondation pour les droits individuels et d'expression, un tiers de cette génération estime que la violence peut être une réponse légitime pour s'opposer à un interlocuteur public. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. C'est plus qu'un fait divers, c'est un événement politique et social de la plus grande importance, l'assassinat de Charlie Kirk. À première vue, on est tenté de hausser les épaules en disant « Ah là là, encore un assassinat aux États-Unis », puisque finalement, il y a une tradition, malheureusement, de violence politique aux États-Unis. C'est quand même un pays qui a assassiné 4 de ses présidents et qui a failli en assassiner 2 autres, puisque Reagan a échappé de peu au pire et que Trump lui-même a été victime d'un attentat raté pendant la dernière campagne électorale. Et puis, il n'y a pas d'ailleurs que des présidents qui sont assassinés. Il y a eu des quantités d'autres personnalités politiques importantes, depuis Martin Luther King jusqu'à George Wallace, etc. On ne peut pas... Bon, donc, mais on aurait tort de hausser les épaules en disant « Ah, encore un assassinat à l'américaine ». C'est plus que cela. Et c'est plus que ça pour toute une série de raisons qu'il faut essayer de décortiquer et de bien comprendre. La première, c'est que cet assassinat est intervenu dans un climat de violence politique chronique qui est littéralement exacerbé par le président, par l'administration et par la majorité républicaine. Ce climat de violence devient le climat naturel dans lequel se développe la politique américaine. Le règlement de compte, M. Trump en donne régulièrement l'exemple, puisqu'il dit, d'ailleurs il a déclaré lors des funérailles de Charlie Kirk, en contredisant aimablement la veuve de celui-ci, que lui, il ne pardonnait pas et qu'il haïssait ses adversaires. Il en est fier de les haïr. C'est un homme qui colporte la haine et le ressentiment parce qu'il est extrêmement porté sur la vengeance et le règlement de compte, comme il l'a démontré le vendredi 26 de ce mois. Nous avons appris, par exemple, que l'ancien directeur du FBI, qui était tout à fait dans le collimateur de M. Trump, est condamné pour des histoires de fausses déclarations. Voilà, et il est enchanté. Il se réjouit publiquement de ce genre. Donc ce climat de violence est devenu le climat général. Et on en arrive à parler régulièrement, d'ailleurs. Tout le monde met en garde ou tire la sonnette d'alarme pour dire que les États-Unis sont au bord d'une guerre civile. Alors, il ne s'agirait évidemment pas, il faut bien le comprendre, d'une guerre civile comme l'a été la guerre de sécession, par exemple, qui était une vraie guerre avec des armées déployées de part et d'autre, mais d'une période de troubles civils extrêmement graves, comme l'ont été, par exemple, les années de plomb en Italie ou bien les années de la bande à Bader en Allemagne, enfin, ce genre de choses. Et c'est vrai que le climat est bien celui-là. Donc, voilà un assassinat de type classique qui intervient dans un climat qui, lui, n'est pas classique et qui est paroxystique. Ce climat, donc, plus les premières réactions enregistrées dans le monde politique, offre quelques caractéristiques très particulières. Il faut bien comprendre. D'abord, Charlie Kirk n'est pas un politicien classique. Ce n'est pas un élu. Il n'a jamais été en piste pour aucune élection. Ce n'est pas non plus un apparatchik d'un parti politique. Et ce n'est pas un pasteur, parce que très souvent, de grands pasteurs protestants, je pense à Billy Graham, par exemple, qui était un des héros personnels de Richard Nixon, ce n'est pas quelqu'un de ce type. C'est un influenceur, il a 31 ans. Il avait des followers, comme on dit, plus que des followers. Il avait des abonnés sur YouTube de l'ordre d'à peu près 4 millions et presque 9 millions sur TikTok, et qui sont souvent dans la tranche 18 à 24 ans, des très très jeunes. Il a joué un rôle important dans la campagne électorale, mais c'est un homme d'influence d'un type nouveau et d'un type spécial. Regardez. Donc c'est un premier point. Le second, c'est qu'il y a une dimension très, très unique à Charles Kirk, pour l'instant, c'est qu'il était l'incarnation de la fusion entre le républicanisme pur et dur de la droite conservatrice américaine et les chrétiens conservateurs, et notamment toutes les églises évangéliques du Sud qui se sont ralliées très tôt au trumpisme. Et au fond, il défendait ce qu'on essaye de qualifier, là, je crois que la meilleure
expression qu'on a trouvée, c'est celle de nationalisme chrétien, mais qui a énormément de traction, comme on dit aux États-Unis, qui attire énormément de gens. Donc ça, c'est également tout à fait nouveau. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est l'assassin, si j'ose dire, ou du moins celui qui est présumé assassin, car ce sera peut-être le Lee Harvey Oswald de cette affaire, ça reste à voir. Mais dès que l'assassinat a eu lieu, Trump a condamné la gauche radicale, immédiatement. C'est un coup de la gauche radicale. Et il s'avère que c'est au contraire quelqu'un de la mouvance droitière également, un peu incontrôlée, mais qui n'est pas du tout la gauche radicale. Et d'ailleurs, il ne s'est trouvé personne au sein du Parti démocrate pour ne pas condamner ce nouvel attentat. Donc, tout ça donne une coloration très, très particulière à ce qui est plus qu'un fait divers. C'est plus qu'un fait divers parce que ce qui vient de se passer ne peut évidemment qu'encourager et servir la tendance autoritaire, la tendance, disons, illibérale, si vous voulez en parler comme cela, de Trump et de son administration. Trump et son administration, et le président lui-même, dirigent le pays d'une façon très autoritaire qui ne se soucie pas beaucoup de l'équilibre institutionnel traditionnel. On l'a vu empiéter sur le Congrès, on l'a vu s'en prendre aux juges et littéralement déclarer qu'il s'asseyait sur le jugement d'un certain nombre d'instances lorsque ça l'arrange. On l'a vu instrumentaliser la Cour suprême. Bref, on l'a vu développer les pouvoirs présidentiels au détriment de toutes les autres institutions constitutionnelles du pays. On est au-delà des tendances illibérales, parce que maintenant, M. Trump appelle à une espèce de nouveau maccarthisme, finalement. C'est, je crois, la meilleure analogie qu'on puisse trouver dans l'histoire américaine. C'est-à-dire, il appelle à dénoncer les gens qui ne s'indigneraient pas suffisamment fort de l'assassinat de Charles Kirk. Il invite littéralement à la dénonciation. Il provoque des licenciements dans les médias, dans l'éducation, dans l'administration, un peu partout, on pousse les gens à la démission. Et ça rappelle énormément la façon dont fonctionnait le maccarthisme, en réalité, cette espèce de chasse aux sorcières. Et puis tout ceci ne peut évidemment qu'amplifier les tendances autoritaires du régime. Et en écoutant M. Vance et M. Trump, alors je voudrais terminer, Philippe, si vous me permettez une seconde, en disant que tout ceci renforce une crainte qu'on peut nourrir et qu'on pouvait déjà nourrir avant cet épisode tragique. C'est le fait que M. Trump est la menace la plus grave pour la démocratie américaine que l'on ait vue de notre vivant, si j'ose dire. Remonté au 6 janvier 2020 sur l'assaut sur le Capitole, ça porte un nom, ça s'appelle un coup d'État manqué. Au fond, il a fait des choses qui rappellent ce qu'a fait M. Laurent Gbagbo, par exemple, en Côte d'Ivoire, ou ce qu'a fait M. Bolsonaro au Brésil. Et je trouve, nous sommes interpellés par le fait qu'au Brésil, on vient de condamner Bolsonaro pour un coup d'État manqué qui rappelle beaucoup, qui faisait beaucoup écho à celui que M. Trump a raté de son côté, mais que la justice américaine n'a pas fait le quart de ce qu'a fait la justice brésilienne. Et dans ce nouveau mandat, on est peut-être, à cause de l'assassinat de Charlie Kirk, entré dans un épisode qui va au-delà de la menace illibérale. On est peut-être entré dans un régime tout à fait autoritaire. Béatrice Gibelin. Oui, je viens d'écouter notre ami François et je partage bien sûr tout ce qui vient d'être dit. Je crois qu'on est au-delà de la tentation illibérale. C'est aujourd'hui véritablement une situation aux États-Unis extrêmement préoccupante. Des contacts que nous avons avec nos collègues américains universitaires, ils sont dans une profonde inquiétude. C'est-à-dire que maintenant, ils sont dans une peur. Alors on avait dit, c'est la gauche qui, si tu tiens pas le bon discours, tu vas te faire épingler, tout ce qu'on a dit sur le wokisme, mais là c'est tout à fait autre chose qui se passe. On est véritablement dans une autocensure. Alors on peut dire, ils sont pas très courageux. Non, je crois que ils ont une femme, des enfants, le besoin de gagner leur vie et ils sont pas fonctionnaires comme
comme nous pouvons l'être. Donc, ils sont dans une situation de profonde inquiétude. Et pour toute la recherche, en particulier en sciences sociales, ils sont aujourd'hui vraiment dans un climat de suspicion, voire de dénonciation, parce que les rivalités pour avoir des postes sont tout aussi importants, dont on ne mesure pas ici véritablement la gravité. Donc ça, c'est la première chose Là-dessus, Oui. même s'ils sont fonctionnaires, ils ont du souci à se faire. Oui, même s'ils le sont. Car ce n'est pas le même statut ni les mêmes garanties qu'on peut avoir quand nous parlons de fonctionnaires. Oui, merci Philippe, vous avez tout à fait raison. Donc on est dans ce climat et la déclaration de James Comey, puisque l'ancien dirigeant du FBI a dit, j'ai été frappé dans sa déclaration, je n'ai pas peur. Et surtout, n'ayez pas peur. Nous devons affronter, nous devons résister. Phrase qu'on n'entend pas beaucoup. Moi, je suis quand même très frappée par le silence assourdissant des démocrates, y compris de d'un ancien président comme Obama qui se tait, mais il avait quand même encore une autorité, il aurait pu faire un certain nombre de déclarations. Or, vraiment, on n'entend rien. Véritablement, ce qui m'inquiète encore plus sur la situation aux États-Unis aujourd'hui. On voit bien que Trump est en train de balayer tous les contre-pouvoirs, y compris la Cour suprême où il place des gens à lui. Alors, peut-être qu'ils n'iront pas jusqu'à obtempérer systématiquement à ses décisions, encore que, mais quand on voit son acharnement contre le responsable de la Fed, donc il n'attend qu'une chose, c'est la fin du mandat, et s'il pouvait sortir de ce mandat... Alors que c'est lui qui l'a nommé. Mais oui. Bon, mais ça n'a pas suffi, visiblement. Ces taux d'intérêt qui ne veut pas baisser, c'est quand même insupportable. Donc, on est, moi je pense, vraiment au-dessus de l'illibéralisme. Et quand on voit qu'aujourd'hui, les casquettes rouges qu'il arbore sont avec la date de 2028, ce qui veut dire un troisième mandat, et il envisage... je pense assez sérieusement que ça peut être encore possible pour lui. Et on parle de revoir la Constitution et d'être dans cette situation. Qui aurait imaginé cela même au moment de sa réélection ? On va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que tout ce qu'on avait pu imaginer. Et ce qui m'inquiète, et je m'arrêterai là, c'est de se dire que comme très souvent... ce qui se passe aux États-Unis nous arrive avec un certain délai, mais qu'on est dans la mouvance. Est-ce qu'on saura résister ? Nicolas Bavrez. Je pense que, en fait, pour sa réélection, on pouvait tout à fait prévoir, puisque très clairement, comme ça a été dit, c'est quand même un président des États-Unis qui a été réélu alors qu'il avait organisé une tentative de coup d'État. Et là encore, les démocrates, les magistrats ont fait preuve d'une naïveté incroyable. Donc c'est vrai que cet assassinat de Charlie Kirk, je pense que c'est très important. Et d'une certaine manière, son organisation porte bien son nom, Turning Point, et que c'est vraiment un point tournant. Pour moi, c'est un peu comme l'incendie du Reichstag. C'est vraiment comme en 1933, les nazis s'étaient saisis de cet événement pour dissoudre l'état de droit et pour basculer dans un état qui était un état totalitaire. L'Amérique ne va pas vers un état totalitaire, mais c'est plus une tentation, comme il a été dit. Maintenant, on est vraiment dans une démocratie illibérale à la Orban. Et de ce point de vue-là, c'est pas seulement une rupture avec l'Amérique qu'on a pu connaître de notre vivant, c'est une rupture avec l'Amérique telle qu'elle a été créée et telle que Tocqueville l'avait décrite, avec cette idée que c'était la seule nation qui avait été fondée, organisée d'emblée autour de la liberté politique. Et ça, c'est ce divorce qu'est en train de réaliser Donald Trump. Et je pense que il y a une part d'irréversible, parce qu'en tout cas, cette espèce d'alliance depuis le début entre la démocratie et l'Amérique ne se retrouvera plus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, ce que ça dit de l'Amérique. On l'a rappelé, la violence politique, la désintégration de la société quand même, et puis
c'est cette cérémonie qui est extrêmement d'obsèques, très curieuse, puisque c'est à la fois une cérémonie religieuse, un spectacle de divertissement, et puis un meeting politique. Et je crois que ça exprime très bien aujourd'hui ce qu'est devenu la politique aux États-Unis, notamment sous l'influence des réseaux sociaux. Et derrière, la dynamique qui est à l'œuvre, c'est vrai qu'avec cet individualisme radical, cette déstructuration, cette organisation en communauté, les réseaux sociaux, et puis l'effondrement de l'éducation, puisqu'on a quand même 21% de la population aux États-Unis illettrée, ça donne cette espèce de, comme dans les années 30, une atomisation complète du corps politique et social, où celui qui est le plus fort prend la main. Là où aussi on peut parler de point tournant, ça a été dit, c'est par l'utilisation politique qui en a été faite. C'est vrai que la veuve ou les proches de Charlie Kirk ont eu, qui légitimement sont en deuil et bouleversés, ont eu des propos plutôt extrêmement apaisants et plutôt raisonnables. La partie, comme il a été dit, la partie politique, que ce soit le président, que ce soit le vice-président J.D. Vance, que ce soit le chef de l'administration présidentielle, ont eu des propos qui sont, il faut le dire, et là je reviens au hashtag, incendiaires. Ça a été rappelé, donc le fait que les organisations de gauche sont maintenant qualifiées de terroristes, l'appel à la délation, l'appel à faire en sorte que les gens soient licenciés, l'utilisation d'expliquer que c'est maintenant une raison pour revoir les licences qui sont attribuées notamment aux chaînes de télévision, on passe vraiment dans un autre monde et on passe dans ce que j'appellerais la cancel culture d'État. Et donc, pour moi, là où on rentre dans un autre monde, c'est que d'abord, la fusion de la politique, de la finance, de la technologie et de la religion. Ça, j'allais dire, et ça, il y a une responsabilité immense de la gauche et des woke, parce que il y a eu une espèce de naïveté de sociologues qui ont mis en place une machine de guerre contre la démocratie, les droits de l'homme, l'universalité d'un certain nombre de droits. Ils ont fait ça dans l'université, mais ils n'ont pas vu que ces armes, qui sont des armes destructrices de la liberté, si elles étaient employées par le camp d'en face avec l'État, plus la finance, plus la tech et la religion, c'était une machine de guerre, pour le coup, infiniment supérieure. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. La deuxième chose, comme il a été dit, sur la démocratie libérale, on y est complètement. Qu'est-ce que une démocratie libérale ? Le suffrage universel existe encore, mais il est manipulé. On voit qu'on est en train de refaire les circonscriptions pour les midterms. Deuxièmement, l'état de droit n'est plus respecté. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs, le Congrès, tout fonctionne sur un mode d'allégeance personnelle et non plus de fonctionnement institutionnel. On prend en main le contrôle de l'université, des médias, de la science, et c'est exactement ce qui se passe. Et enfin, il n'y a plus de principe de modération, de tolérance. On est dans un système de peur. Et de violence et de peur. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et pour moi, la conséquence, c'est que l'Europe doit vraiment réagir. Et que ce que sont en train de faire les Européens, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. L'idée qu'il faut se réarrimer à tout prix à l'Amérique de Trump en faisant le maximum de concessions sur le plan commercial, sur le plan monétaire, sur le plan financier, sur le plan des investissements, sur le plan des normes, sur le plan stratégique, c'est criminel. Ce qu'il faut, c'est précisément, il faut se dérisquer aujourd'hui vis-à-vis de cette Amérique qui est Sartre. Dans les années 50, avait dit une énormité à l'époque, il avait dit l'Amérique à la rage. Dans les années 50, c'était pour défendre l'URSS de Staline, c'était une stupidité politique. Je dois dire qu'aujourd'hui, s'il y avait un Sartre du 21e siècle qui disait l'Amérique à la rage, il aurait raison. Et il faut que nous en tirions les conséquences. Lucile Schmitt.
Oui, comment ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit? Moi, je voulais rappeler effectivement que la liberté d'expression est constitutive de la démocratie américaine et j'avais là-dessus une citation de George Washington qui disait: «La liberté d'expression peut nous être retirée et muets et silencieux, nous pouvons être conduits comme des moutons à l'abattoir». Je trouve ça extraordinairement intéressant parce que ça montre comment Donald Trump est en train de détruire les États-Unis et comment il est en train de détruire les fondements effectivement universels de la démocratie. Je voulais rappeler là-dessus que Vance, lorsqu'il était venu à Munich, n'avait pas hésité à faire la leçon aux Européens, leur disant: vous ne pratiquez pas la liberté d'expression et nous sommes prêts à vous donner un espace là où en fait vous nous combattez. Donc on voit bien Turning Point, effectivement, comment aujourd'hui ceux auxquels nous avons affaire, Donald Trump, mais aussi J.D. Vance, qui me semble être quelqu'un d'extraordinairement structuré et dangereux, n'hésite pas à se contredire en quelques mois et au fond à le faire avec autant d'aplomb. Ça me semble être très intéressant. Le récit incohérent et en fait à 180 degrés que porte le pouvoir américain est aussi quelque chose d'important parce que ça signifie que cette perte de repères et de référence est jouée en permanence par à la fois Trump et Vance dans deux registres différents et on voit bien comment ça peut conduire une société américaine mais aussi des alliés des États-Unis, comme vient de le dire Nicolas, à perdre même leurs repères. Comment nous retrouver nous-mêmes face à deux personnes, Vance et Trump, qui jouent sur, au fond, un discours incohérent, un discours qui ne cesse de changer et qui n'a pas de limite. Je voulais aussi rappeler qu'Elon Musk n'a pas hésité à déclarer que les démocrates étaient le parti du meurtre. Et que, en ce sens, il ne s'agit pas seulement d'une violence effective, mais de l'instrumentalisation de l'image de la violence pour discréditer des ennemis politiques, qui, comme ça a été dit par Béatrice, restent étrangement muets, alors même qu'ils sont qualifiés, au fond, d'assassins. Comment est-ce que ça montre la façon dont, d'une part, les démocrates n'ont pas de figure emblématique claire pour s'adresser à l'ensemble de l'opinion publique, et pourquoi ce silence, comme si, effectivement, ils acceptaient, au fond, la culpabilité qui leur est renvoyée à la figure par Trump et par Vance. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a finalement peu parlé de Charlie Kirk et que Charlie Kirk a été assassiné, c'est absolument terrible, mais qu'un certain nombre de républicains ont tenu un discours assez modéré par rapport à cet assassinat. Par exemple, Ted Cruz, qui est gouverneur du Texas, ou alors le gouverneur de l'Utah, là où s'est passé l'assassinat, et qui ont dit, au fond, il avait tenu parfois des discours qui ils n'ont pas expliqué ou justifié l'assassinat, mais ils ont invité à prendre les choses avec modération, à ne pas pratiquer l'esprit de vengeance. C'est intéressant parce que c'est venu de deux républicains et non pas finalement des démocrates. Un certain nombre d'élus démocrates à la Chambre des représentants tenant pour le coup des discours révulsant, allant presque jusqu'à excuser cet assassinat au nom d'un certain nombre de tueries qui ont eu lieu dans les écoles. Mais ce sont donc deux républicains qui ont dit, au fond, est-ce que, en allant trop loin et donc en perdant finalement le sens de la liberté d'expression, on n'est pas en train de préparer un état d'esprit dans lequel, si les démocrates étaient au pouvoir, nous, républicains, nous serons combattus avec la même férocité. Alors, on imagine assez mal les démocrates, pour l'instant, revenir au pouvoir, puisqu'ils n'ont pas de grandes figures emblématiques, mais c'est intéressant que du côté de certains républicains, puisque le Parti républicain a toujours porté la liberté d'expression plus haut, d'ailleurs avec beaucoup plus de force que les démocrates, parce que les démocrates étaient davantage le parti qui défendait au contraire les minorités, des choses étaient dites. Il me semble aussi très intéressant de revenir sur cette question de ce qu'on peut appeler le terrorisme intérieur, puisque Philippe le rappelait, au fond, donc le décret qui a été signé par Donald Trump juste après la cérémonie d'hommage à Charlie Kirk a été de dire que les antifas étaient des terroristes intérieurs. Alors à partir de ce moment-là, quand on qualifie, quand on emploie cette expression de terrorisme intérieur, qu'est-ce que ça signifie sur le clivage pratiquement à 50% qu'on constate aujourd'hui dans la société américaine? Est-ce que chacun ne peut pas être considéré comme un terroriste de l'intérieur? Et c'est au fond ça qu'a justifié J.D. Vance, parce que vous disiez, François, que
Charlie Kirk était un influenceur TikTok et c'était sa particularité. Je voulais rappeler que J.D. Vance a été justement reprendre en fait le micro après l'assassinat de Charlie Kirk et au fond c'est lui-même placé dans cette position où il est à la fois vice-président et influenceur en disant écoutez, je vous incite à la délation, et on a pu constater que 60 000 signalements ont été faits et que des renvois en direct ont été faits, comme celui de Jimmy Kimmel qui tenait un talk show de fin de soirée comme les États-Unis, vous savez, ces émissions extrêmement populaires de talk show en fin de soirée, où Jimmy Kimmel a été renvoyé parce qu'il avait osé dire que peut-être celui qui avait... Il n'a pas été renvoyé, il a été suspendu. Il a été suspendu pendant 2 jours. Et rétabli, et lui-même a tenu à son retour des propos dans lesquels il bat un peu sa coulpe sur la manière dont il a dit ce qu'il voulait dire. Donc je pense que Dieu sait qu'on peut reprocher des choses que sur l'attitude des Républicains, notamment des Républicains MAGA à l'égard des médias, mais là, je crois qu'il y a quand même mais ce qui me semble intéressant, en reprenant les phrases qu'a employées Jimmy Kimmel et qui ont conduit à cette suspension, c'est que il a au fond dit, peut-être qu'on ne sait pas très bien quel est le profil de celui qui est suspecté d'avoir assassiné. Et donc, on voit bien que face à cela, cette question du rôle des médias, alors on a parlé des influenceurs, mais il y a la question des médias officiels. Comment cela va-t-il se passer ? Comment est-ce que le freedom of speech va être respecté dans ces médias ? Ça me semble être un point essentiel. Et on voit bien que le règne de la peur, qui a été souligné tout à l'heure, existe aussi, y compris pour des personnalités qui, a priori, sont des personnalités protégées par leur notoriété. Il n'y a pas de limite. Et en ce sens, qu'on peut appeler, rappelons, checks and balances, la façon dont il y a des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs apparaissent aujourd'hui extrêmement faibles. Et ce qui se passe aux États-Unis, je ne sais pas si ça peut arriver en Europe plus tard. Moi, je crois que ça se passe déjà en Europe, en fait. C'est-à-dire que ça se passe d'une manière à l'européenne, mais qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent déjà du côté des médias par rapport à l'influence et à l'offensive qui est menée aujourd'hui par les médias proches de l'extrême droite, en tout cas d'une droite très réactionnaire, et que lorsque Jordan Bardella peut être imaginé devenir président de la République, quelque chose se passe par rapport à ce qu'on peut appeler la compétence politique. Sur l'histoire de Jimmy Kimmel, je pense que la suspension était... Est-ce qu'elle était trop sévère ou est-ce qu'elle était justifiée ? Je n'en sais rien. Simplement, ce que je retiens par rapport à beaucoup d'autres situations, c'est qu'il a été réinstallé et qu'on n'est pas passé loin du fait qu'il disparaisse. Alors, peut-être j'ai tort de choisir le point de vue optimiste de l'histoire de Jimmy Kimmel, mais il y a tellement peu de gens qui résistent, comme vous l'avez dit les uns et les autres, à MAGA, que quand il y a cette fissure, il y a l'ancien directeur du FBI, il y a le patron de la Réserve fédérale, et maintenant, puisque le Congrès est extraordinairement dégonflé, et que la Chambre des Républicains, de toute façon, est pour Trump, ça repose encore sur quelques individus, notamment sur ceux qui composent la Cour suprême, qui n'ont pas encore avalisé l'autoritarisme de Trump. Ils ont déjà avalé le chapeau du droit dans beaucoup de circonstances, mais il y a encore des décisions de justice contre Trump dont il a fait appel devant la Cour suprême et dont on ne sait pas ce que la Cour suprême va faire. Et il y a peu de raisons d'espérer qu'elle se distingue, mais tant qu'elle ne s'est pas avachie, elle aussi, maintenons un brin d'espoir. François Bujon de l'Étang. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais on a vraiment... C'est un turning point, c'est vrai, on est à un point très menaçant, et tout le monde est d'accord pour voir que la démocratie américaine est en péril. Qu'est-ce qui va se passer en 2028 ? Béatrice posait la question, ou Nicolas. Personne n'en sait rien, mais Trump a déjà dit que de toute façon ça ne le concernait pas et qu'on changerait la Constitution. Il faut la changer, la Constitution, parce qu'elle est formelle. Depuis la mort de Roosevelt, il y a un nouvel amendement qui interdit de faire plus de 2 mandats aux États-Unis. Ce que je voulais dire, c'est que les 2 mots qui me paraissent caractériser l'Amérique pour l'instant, c'est la peur, que Lucie l'a mentionné, et la passivité. Il y a vraiment les 2 choses. Le climat de peur, il est évident. Tout le monde a peur, et à juste titre, puisque finalement, il y a vraiment des voies de fait et qu'il y a des menaces de licenciement, de poursuites, etc. Mais la passivité est absolument extraordinaire. Et moi, c'est ce qui me frappe le plus. J'ai quand même vécu 20 ans dans ce pays, sous des administrations républicaines et démocrates, et je n'ai jamais vu pareille passivité. On parlait du Parti démocrate en disant « personne ne mouffe ton Parti démocrate ». C'est vrai, mais il n'y a pas de voix dissidente au Parti républicain non plus. Relisez Stefan Hafner, l'histoire d'un Allemand. Béatrice, pour vos collègues de l'université américaine, c'est absolument le climat dans lequel vivaient les Allemands dans les années 30.
Il faut relire Rhinocéros de Ionesco, tout est Oui, dit. je pense Oui, que et surtout, que Ionesco est sur ce point une sorte de ponte de la science politique et qu'il faut relire. Intéressons-nous maintenant au deuxième sujet que nous avons retenu, celui de l'état de la Nouvelle-Calédonie après les accords de Bougival, parce que pendant qu'il se passe beaucoup de choses sur la scène politique française, il faudrait peut-être éviter qu'on se réveille avec de nouvelles catastrophes de ce côté-là, du côté de la Nouvelle-Calédonie. Après les accords de Matignon en 88, puis ceux de Nouméa en 98, accords dont l'issue heurtée avait plongé la Nouvelle-Calédonie dans la violence au printemps 2024, un nouvel accord obtenu par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a été signé à Bougival le 12 juillet dernier entre les indépendantistes qui demandent l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie et les loyalistes qui désirent le maintien de l'archipel dans la République. L'accord de Bougival prévoit la création d'un État de Nouvelle-Calédonie dans la Constitution française, État qui jouira de la compétence des relations internationales, mais il est écrit dans le respect des engagements internationaux et des intérêts de la France, sécurité, défense, intérêts vitaux. Cet accord crée une nationalité calédonienne et donc une double nationalité puisque les nouveaux nationaux calédoniens auront aussi la nationalité française et il formalise également un éventuel processus de transfert des compétences régaliennes, justice, ordre public, défense, monnaie, assujetti à un vote à la majorité qualifiée des 3/5 du Congrès et à sa validation ensuite par un référendum. Les indépendantistes du Front de Libération Nationale kanak et socialiste, le FLNKS, ont annoncé début août le rejet total et sans ambiguïté de ce texte considéré comme incompatible avec le droit à l'autodétermination et porteur d'une logique de recolonisation. Une décision jugée incompréhensible par Manuel Valls, qui vient d'installer à Nouméa le comité de rédaction chargé de traduire l'accord, tout en invitant le FLNKS à poursuivre la discussion avec l'État et les autres signataires. Si cette opposition frontale de l'Union calédonienne, Front nationaliste calédonien, confirme et clarifie la fragmentation préexistante de la mouvance indépendantiste, la question de la viabilité de cet accord se pose avec acuité. Le durcissement des indépendantistes les plus radicaux fait craindre de nouvelles exactions à une partie de la population, traumatisée par la flambée de violence de mai 2024 à la suite du projet de réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral. La mort de 12 civils et de 2 gendarmes a depuis exacerbé les divisions ethniques dans la société calédonienne. Ces émeutes ont également dévasté une économie déjà très fragile, conduisant à la destruction de 500 entreprises et occasionnant pour 2 milliards d'euros de dégâts. Chaque année, l'État investit en Nouvelle-Calédonie sous forme de dotations et de rémunérations à hauteur d'1,4 milliard d'euros. En 2021 et en 2025, ces sommes ont été doublées, atteignant 3 milliards d'euros par an. Toutefois, l'économie souffre en Nouvelle-Calédonie. Son produit intérieur brut a régressé de plus de 20%. La filière du nickel est à l'arrêt et les institutions calédoniennes demeurent fortement endettées sur cette question. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, je voulais d'abord, je ne suis pas sûre que tout le monde en France sache très bien qu'est-ce que c'est que la Nouvelle-Calédonie et où est-ce qu'elle se situe. Je voulais rappeler que c'est un État, peut-on dire maintenant, puisque, en tout cas, c'est un territoire qui est très loin de la France, puisqu'il est situé à 17 000 km de la France, qu'il est plutôt du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, à peu près à 1500 km de l'une et de l'autre, et que c'est aussi un ensemble d'îles qui représente une surface très significative, plus de 18 000 km², 13% de la zone économique exclusive de la France. Et donc, on est dans une situation où, lorsque Emmanuel Macron parlait d'une stratégie française dans l'Indo-Pacifique, il pensait évidemment à la Nouvelle-Calédonie, et on ne peut pas considérer aujourd'hui ce territoire qu'on connaît très mal, beaucoup moins bien que les Antilles, alors même que la Martinique est plus petite que Lifou, l'une des 3 îles Loyauté. Donc on voit bien qu'on le connaît peu, et il représentait pourtant dans la stratégie française géopolitique quelque chose d'important. Y compris d'ailleurs avec un certain nombre de fantasmes sur le fait que la Chine voudrait s'en emparer, que les Australiens veulent en faire une zone d'influence. Et aujourd'hui, ça s'est assez avéré que l'Azerbaïdjan a pu jouer un rôle dans le déclenchement des émeutes pour se venger de la France à propos de l'Arménie. Donc vous voyez bien qu'il s'agit d'un territoire au fond mystérieux, lointain, et dont on mesure mal comment en fait le garder à la France serait quelque chose de vraiment important pour nous. Enfin, rappelez que depuis 1986, ce territoire est inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU et qu'à ce titre, les
les Kanaks, qui veulent en faire la Kanaki, ont, au plan international, un certain nombre de droits à faire valoir qui sont reconnus au niveau de l'ONU. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cet accord de Bougival qui a été dénoncé quelques semaines après par le FLNKS ? D'abord, comme le disait Jean-François Merle, qui a été à ce micro à plusieurs reprises et qui nous a très bien parlé de la Nouvelle-Calédonie, qu'on est passé d'une logique très différente de la logique rocardienne, c'est-à-dire que dans la logique des 3 référendums qui avaient été prévus depuis 1988, lorsque Michel Rocard était Premier ministre, il fallait choisir oui ou non par rapport à l'indépendance. Cette fois-ci, on passe à une logique du quand et du comment, c'est-à-dire qu'au fond, l'indépendance est rentrée d'une certaine manière dans une perspective, dans une vision. Et c'est ce qu'a explicité Manuel Valls, qui s'est beaucoup impliqué sur ce dossier en disant on organise en fait une sorte de pari sur le fait que les acteurs néo-calédoniens pourront réussir à s'entendre pour imaginer comment le peuple calédonien pourrait exister, alors même qu'on assiste pour l'instant à un clivage total entre les loyalistes et les Kanaks. Alors c'est un pari, et c'est un pari qu'il a dans cet accord de Bougival, qui a été, il faut le rappeler aussi, adopté à l'arraché et sous condition, puisque l'idée était que ceux qui étaient négociateurs allaient ensuite vers leur mandant pour en fait leur proposer de l'adopter. Donc c'était une adoption sous condition. C'est un accord qui a été arraché après 2 tentatives qu'il faut évoquer. Le premier, accord de Deva du côté de Bourail, qui est dans le nord, la province nord de la Nouvelle-Calédonie, et ensuite une implication d'Emmanuel Macron lui-même. Que dit cet accord ? Et en ce sens, un certain nombre de constitutionnalistes s'y sont intéressés parce que, d'une certaine façon, il tord complètement les principes constitutionnels français en installant un État de Nouvelle-Calédonie qui, en fait, aura une sorte de statut d'État associé. Vous l'avez rappelé, Philippe, progressivement et avec une majorité qualifiée à peu près des 3/5, on pourrait transférer des compétences régaliennes. Et d'ores et déjà, l'État de Nouvelle-Calédonie a des compétences en relations internationales, en diplomatie, et peut être reconnu par d'autres États. Et il y aura ce passeport calédonien associé à un passeport français. Mais si vous perdez la nationalité française, vous perdez votre passeport calédonien. Donc c'est une nationalité un petit peu... Oui. Je me dépêche, Philippe. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est le pari sur le jeu d'acteurs. Et comment est-ce qu'on peut parier sur le jeu d'acteurs alors même que du côté du FLNKS, une scission a eu lieu, vous le rappeliez, je crois, entre, je dirais, radicaux et modérés, alors même qu'Emmanuel Tjibaou, qui avait été élu et qui est le fils de Jean-Marie Tjibaou, avait été élu au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale et que lui-même avait été le négociateur, donc paré, je dirais, de ce qu'était de l'histoire de son père, de ce qu'est la famille Tjibaou en matière d'indépendance, et que Emmanuel Tjibaou lui-même n'a pu empêcher que le FLNKS ne reconnaisse, enfin qu'il ne dénonce l'accord de Bougival. Comment fait-on par rapport à ça, alors que du côté des loyalistes, ce qu'on constate, c'est plutôt un accord par rapport à ce texte, alors même qu'il faut le rappeler, ça c'est un point essentiel, une sorte d'exil a commencé. Il y a un exode migratoire aujourd'hui du côté de Nouméa, du côté de la province sud, ce qui pourrait conduire d'ailleurs à une recomposition démographique. Les problèmes économiques très importants que vous avez évoqués conduisent aussi à des fermetures d'entreprises, au départ de très nombreux personnes qui assuraient en fait l'existence économique de la Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire qui va mal sur le plan démographique, sur le plan économique. Et si l'accord de Bougival n'est pas accepté, on peut se poser la question de son avenir. Béatrice Gibelin. Oui, moi la question que je me pose, c'est pourquoi cette radicalisation du parti du FLNKS ? Parce qu'effectivement, Emmanuel Tjibaou avait une légitimité, une forme d'autorité. Et puis, le FNLKS, c'est en fait une association de beaucoup de partis indépendantistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les indépendantistes et les loyalistes. Cette lecture binaire nous empêche de voir en fait la complexité dans laquelle on se trouve. Et je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu 3 référendums, le dernier étant à la période du Covid et boycotté par ce qu'on appelle les indépendantistes, mais les 2 précédents, en 2020 et en 2018, avaient donné une réponse non nettement majoritaire. Et c'est ça qui me semble intéressant. C'est-à-dire que le rapport de force n'évolue pas favorablement pour les indépendantistes. Et que pour un certain nombre d'entre eux, jouer le jeu démocratique, c'est prendre le risque de perdre.
et de ne pas aller à l'indépendance. Donc leur conviction première, si vous voulez, c'est la nécessité de ce gain politique, de cette victoire politique au nom des peuples premiers, d'arriver à être indépendants. Alors, qu'est-ce que le peuple kanak ? Ça, c'est une question qui est importante. C'est un peuple mélanésien, mais qui est en fait lui aussi très composite. Dans la mesure où, il faut rappeler, c'est quoi ? C'est 250 000 ou 260 000 habitants aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, et vous en avez 180 000 qui habitent dans le Grand Nouméa. Ça donne une idée de la répartition de cette population. Et je pense que c'est important. Parce que ça veut dire, Nouméa, dans les années 50, c'était moins de 30 000 habitants. C'est-à-dire qu'on a un bouleversement dans la répartition spatiale de la population qui est colossal. Et quand vous êtes en milieu urbain, je veux dire, les mélanges, la mixité, elle se fait avec des quartiers très ségrégés. On l'a vu au moment des émeutes de mai 2024, mais parler d'une sorte de pureté kanak qui justifierait, et qui à leurs yeux justifie cette indépendance en tant que peuple premier et donc se débarrasser d'une colonisation, je dis simplement que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et que dans le jeu démocratique, pour l'instant, ils ne sont pas majoritaires. Et ce n'est absolument pas avec le temps qu'ils vont le devenir, puisque la démographie, y compris kanak, est une démographie à la baisse. Parce que même si les inégalités sociales sont colossales, c'est absolument incontestable, et que le taux de chômage des jeunes, par exemple, mal formés, est extrêmement important. Et que le FNNKS, ou une partie d'entre eux, sait mobiliser cette jeunesse qui a généralement quitté son village, sa vallée, sa province du Nord, pour essayer de trouver un travail dans le Sud. Peut-être, j'allais dire, utiliser comme dans une radicalisation puissante et violente, comme on l'a vu au moment de mai 2024. Donc je crois que la situation est vraiment extrêmement complexe et qu'il y a, je finis, des vraies bonnes volontés, tant du côté on va dire, des loyalistes ou des Calédoniens qui ne sont pas kanaks, que d'une partie de la population mélanésienne, je dirais, et qui n'est pas que kanak, pour essayer de trouver une solution, mais avec une radicalisation qui s'explique pour partie parce qu'on est en train, sans doute, de ne pas réussir à imposer ce qu'on veut, si ce n'est par une forme de violence. Nicolas Bavrez. On l'a dit, la Calédonie, ce sont les antipodes, et donc c'est très mal connu. Je voudrais quand même rappeler, avant Bougival, le caractère inouï de ce qui s'est passé. Parce que, à l'origine, donc en Nouvelle-Calédonie, en régime de croisière, il y a 5 ou 6 000 policiers et gendarmes. Alors même qu'on avait ce projet de révision constitutionnelle dont on savait qu'il était vigoureusement contesté pour les raisons qui viennent d'être dites par la minorité la plus radicalisée des Kanaks, pour les Jeux Olympiques, on a complètement démuni le dispositif d'ordre public, qui est donc tombé autour de 2 à 2500 gendarmes et policiers. Le résultat des émeutes, on l'a dit, c'est 2,5 milliards de destruction, mais le PIB de l'île, c'est 8 milliards. Donc il faut bien voir que c'est l'équivalent d'une guerre. Ça veut dire qu'on a détruit le tiers du potentiel économique de cette île. Aujourd'hui, on a le tiers de la population au chômage. 18 000 personnes sont parties sur une population de 270 000. Et enfin, le taux d'endettement des différentes structures publiques, puisque c'est une gouvernance éclatée, c'est 500% du PIB. Donc, on a quand même réussi. C'est vraiment une situation de guerre civile. Alors, il est clair qu'on ne peut pas en sortir sans un accord politique, puisque, y compris l'économie, personne ne va aller investir 1 euro ou 1 franc pacifique dans une situation pareille. Et c'est vrai que Bougival est un objet politique et constitutionnel complètement non identifié. Il y avait 2 choses qu'on savait faire dans les institutions de la Ve République. C'est la période transitoire, ce qui était
le schéma Rocard, ou l'État associé, qui a été utilisé par le passé. Ce qui est créé là, c'est-à-dire donc un État, mais au sein de la République française. Je rappelle qu'un État, en droit international ou en droit tout court, il faut qu'il y ait un gouvernement, un peuple, un territoire. Pour l'instant, en fait, rien n'est déterminé, puisqu'il y a y compris des projets quasiment de partition de cette île. Et donc, ce qui est vrai, c'est que y a une vraie question qui se pose sur la capacité à faire rentrer ce dispositif dans la Constitution française. Et par ailleurs, dans les conditions politiques présentes, on n'a déjà pas de gouvernement, pas de majorité et pas de budget. Donc, avant qu'on modifie la Constitution, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Et par ailleurs, sur le plan politique, ça a été dit, il y a une fraction du FLNKS, c'est pas tout le FLNKS qui est radicalisé et qui menace l'autre. Je rappelle que M. Tjibaou, il est non seulement sous protection policière, mais qu'il a été il a disparu de la circulation compte tenu de l'importance des menaces qui pèsent sur lui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans ? Franchement, c'est exemplaire de l'incompréhension complète des questions régaliennes par Emmanuel Macron. Je rappelle qu'on a aussi un désastre à Mayotte. On a aussi une situation qui est complètement délétère en Corse. On a aussi eu des émeutes en Martinique. Et derrière, au-delà du problème de la France et donc du fait que la stratégie indo-pacifique est complètement... on peut rire de la pression de la Chine, mais c'est vrai que c'était quand même la seule île de cette région qui n'était pas sous influence chinoise d'un point de vue historique et d'histoire longue. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont deux États qui, dans le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas une sympathie immense pour la France, ont été d'une extrême prudence dans leur réaction, ce qui montre bien qu'il y a quand même derrière un vrai problème géopolitique. Il est clair que si la Chine devait mettre la main sur la Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment un pistolet qui est braqué sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui en ont bien conscience. François Bujon de l'Étang. Le temps nous presse, donc je vais aller très rapidement. Je voudrais dire trois choses. La première, c'est qu'il y a un parfum d'anachronisme quand on parle de Nouvelle-Calédonie. Au moment où, en France même, nous avons une politique intérieure qui nous rappelle la fin de la 4e République et où nous sommes en train de débattre de sujets parlementaires qui, moi, me rappellent les années 50, où j'étais déjà capable d'écouter la radio. Je suis frappé par ce caractère anachronique. En même temps, voilà, avec un problème de décolonisation, finalement, qui n'est pas un problème de 2025, en principe. Mais nous sommes avec celui-là et nous en aurons, comme Nicolas l'a dit, peut-être d'autres. Donc, même dans le vocabulaire qui est utilisé, on est anachronique. On parle d'État associé, Nicolas. Ça me rappelle tout à fait les débats sur le Cambodge et le Laos au sein de l'Union française. Donc, il y a quelque chose qui nous tire vers l'arrière. C'est une première remarque. La seconde, c'est que l'accord de Bougival n'était pas si mal, tout compte fait. C'était un compromis difficile entre les indépendantistes et les loyalistes. Mais enfin, on avait réussi à produire un ovni, vous avez raison, un objet politique non identifié, qui pouvait peut-être voler, et il faut essayer de le ranimer. Alors le problème est au sein du FLNKS, puisqu'ils avaient accepté l'accord de Bougival, les 3 représentants quand même du FLNKS qui y étaient, et c'est eux qui ensuite se sont dédits et sont ressortis. Mais il faut espérer qu'on va arriver à sauver cet accord et à lui redonner vie, parce que sinon, avec un gouvernement expédiant les affaires courantes, je ne vois pas très bien comment on va aborder les sujets constitutionnels. Et le troisième sujet, je voulais dire, c'est que c'était très important pour nous dans notre politique étrangère, cette stratégie indo-pacifique que nous nous efforçons de conduire, avec des acteurs dans la région qui s'appellent les États-Unis, la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, bien sûr. C'est très important pour nous, et nous n'avons que 2 jambes dans le Pacifique. Nous avons la Polynésie française et nous avons la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a tout un pan de notre politique étrangère qui est remise en cause par ce qui s'y passe. Lucille Schmitt pour une intervention microscopique. Je voulais dire que sur ce qu'on appelle le peuple calédonien, je trouve sur lequel Manuel Valls a été très bon, très clair,
il s'agit déjà de métissage. Et le problème actuel, c'est qu'on imagine qu'il y a d'un côté les Blancs et de l'autre côté les Kanaks. C'est pas du tout le cas de la société calédonienne actuelle, qui est déjà fortement métissée. Et ce qui pourrait menacer, c'est une sorte de démocratie ethnique, alors que ça ne correspond absolument pas à ce qu'est la société calédonienne. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en recommandant la lecture du dernier livre d'André Perrin, aux éditions L'Artilleur, qui s'intitule « Paradoxe de la pensée progressiste ». André Perrin est un agrégé de philosophie qui s'est rendu fameux par la manière dont il décrypte les commentaires de l'actualité. Il me fait penser dans ce livre à un aphorisme de Samuel Johnson qui disait les gens n'ont pas besoin qu'on leur fasse la morale, ils ont besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Et André Perrin rafraîchit notre mémoire en reprenant une grande quantité d'articles, de déclarations qui ont été faites par des gens qui appartiennent à cette pensée progressiste qui est évidemment un peu une auberge espagnole où on trouve beaucoup de gens extrêmement divers, mais au fond ceux qui tombent sous le regard ironique et documenté, la plume documentée et ironique de l'auteur, ce ne sont pas ceux qui empêchent de dire ce que l'on voit de la réalité politique et sociale, mais ceux qui, pour reprendre comme Perrin le mot de Péguy, sont ceux qui s'empêchent et qui empêchent de voir ce qu'ils voient. Et en passant au tamis, telle déclaration d'un économiste atterré, tel éditorial d'un journaliste qui fait son intéressant en prétendant asseoir l'autorité de son éditorial sur une lecture de Descartes qui se trouve être, comme Perrin le montre, riche en contresens et qui relève plutôt de la méthode qui permettait à Woody Allen de lire La guerre et la paix en 20 minutes, en décortiquant un article qui justifie une fausse information au motif qu'elle est politiquement cohérente, Perrin brosse un tableau d'une intelligentsia qui évoque irrésistiblement les médecins de Molière. C'est dire qu'on ne s'ennuie pas à le lire et qu'on se surprend à rire tout seul dans son fauteuil. Lucille Schmitt, c'est-à-dire Luce Schmitt. Merci Philippe. Moi, je voulais recommander la lecture d'une note qui vient de paraître à la Fondation Jean Jaurès, qui est parue hier, de Karine David sur ce qui s'appelle « Accord de Bougival, les difficultés de trouver le chemin vers le nous entre guillemets en Nouvelle-Calédonie », par rapport à cette description d'objets politiques non identifiés que nous ont fait Nicolas et François. Il y a tout un décortiquage de la manière dont ça peut être lié ou pas à la Constitution. C'est assez passionnant et ça montre bien comment le risque, c'est si ça ne fonctionne pas, cet accord de Bougival qui est très équilibré selon l'auteur, le risque, c'est l'exil et au fond, la façon dont la Nouvelle-Calédonie pourrait s'enfoncer. Béatrice Jubelin. Oui, moi, je vais parler du bouquin d'une de nos amies, Nicole Niesotto, « Fracture dans l'Occident ». Comment en est-on arrivé là et comment en sortir ? Publié aux éditions Odile Jacob, c'est un court essai qui est assez percutant, qui est dans une langue très claire, très accessible, et qui s'interroge sur la disparition de l'Occident. Et comment on n'a pas vu, comment on n'a pas compris, et comment tout ça est terriblement accéléré par évidemment la présence de Trump au pouvoir, mais aussi le soutien massif de tous ces grands magnats de la tech qui ont pris parti pour Trump pour servir leurs propres intérêts, leurs propres bénéfices, et qui, au nom, une fois encore, de leur propre liberté, et en particulier d'entrepreneurs, au fond s'assoient sur ce que nous considérons, nous, comme la liberté avec un grand L. Et c'est intéressant parce que à la fois Nicole travaille sur les temps courts, donc le rôle de ces grands de la tech et de l'administration Trump, mais aussi sur des temps beaucoup plus longs. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ces temps plus longs ? Et en particulier, l'importance des inégalités sociales dans les classes moyennes de cet Occident qui était leader dans la mondialisation, et comment le sentiment de déclassement, d'appauvrissement, y compris pour leurs enfants, l'absence d'espoir de voir leurs enfants vivre mieux qu'eux-mêmes, génère une frustration, une rancœur qui peut expliquer des choix vers un vote qu'on appelle populiste, avec les risques que ça comporte. Et comme Nicole est quelqu'un d'optimiste, elle se dit que l'Europe est peut-être capable de relever le défi.
Nicolas Bavrez. Dans le droit fil de ses réflexions sur l'Amérique, qui connaît plutôt le retour à l'âge de fer que l'avènement d'un âge d'or, deux approches intéressantes. D'abord, la biographie de Françoise Méloniaux, sa biographie de Tocqueville, qui vient de sortir chez Gallimard. On croit tout savoir sur Tocqueville, eh bien non. On apprend beaucoup de choses. Et par ailleurs, c'est vrai que c'est fascinant de voir comment cet homme dont la moitié de la famille a été guillotinée, qui est un aristocrate français né en 1805, reste le meilleur analyste de la démocratie, de sa grandeur et puis de ses pathologies. Et la deuxième chose, pour se remonter le moral sur l'Amérique, c'est l'exposition Sargent au musée d'Orsay. C'est une exposition magnifique. Elle s'appelle Éblouir Paris. Alors, il y a quand même une petite nostalgie, c'est que c'était le temps où Paris éblouissait le monde et où le monde venait à Paris pour l'éblouir. C'est vrai que ça fait une grosse différence avec une ville qui est aujourd'hui réduite à un amoncellement d'ordures et de dettes. François Bujon de l'Étang. Moi, je voudrais simplement m'associer aux hommages qui ont été rendus cette semaine à la mémoire de Vladimir Jankélévitch. Vladimir Jankélévitch est mort il y a exactement 40 ans, en 1985, à l'âge de 81 ans. Et c'est un homme dont la voix porte encore très fort. Je trouve ça extrêmement intéressant que ce philosophe, qui, à bien des égards, était un personnage très, très singulier et qui était extrêmement attachant sur le plan personnel, soit aujourd'hui encore aussi lu qu'il l'est. Je suis frappé de voir que ses éditeurs réimpriment régulièrement ses ouvrages, qu'on parle beaucoup de la pensée de Jankélévitch, qui est assez unique. C'était, je le rappelle, un véritable existentialiste. Il avait une relation avec Sartre qui était très 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 mauvaise. Il détestait Jean-Paul Sartre et il le brocardait volontiers. Jankélévitch était un personnage un philosophe du temps qui passe, un philosophe de la vie, un philosophe de la mort aussi, sur lequel il a écrit des ouvrages absolument remarquables. C'était une voix unique, une inspiration très particulière. Il s'est passionné pour la musique. Il était musicien lui-même et musicologue. Et je ne connais aucun autre philosophe qui ait si bien parlé, aussi bien écrit de la musique. J'ai eu la chance, dans mon très jeune âge, de pouvoir aller écouter certains de ses cours à la Sorbonne. Je ne l'oublierai jamais, avec sa mèche en bataille, sa voix très fluctuante, son charme extraordinaire. Voilà, je voulais avoir une pensée et un hommage. Merci à Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, à Nicolas Tourdeau, qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille à la plateforme de financement. Merci à Thibaut Delage, qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique. Merci à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui produisent cette émission. Rendez-vous mercredi pour le dernier de mes entretiens avec Mathilde Davignon sur le livre audio, et rendez-vous dimanche prochain à l'École alsacienne pour un enregistrement en public, suivi comme d'habitude par des échanges avec nos auditeurs. Et n'oubliez pas que vos contributions sont notre seule ressource. Merci, à bientôt.